3. Mécanisme général de la manufacture. Ces deux formes fondamentales, manufacture hétérogène et manufacture sérielle. La manufacture présente deux formes fondamentales qui, malgré leur entrelacement accidentel, constituent deux espèces essentiellement distinctes, jouant des rôles très différents lors de la transformation ultérieure de la manufacture en grande industrie. Ce double caractère provient de la nature du produit, qui doit sa forme définitive ou à un simple ajustement mécanique de produits partiels indépendants, ou bien une série de procédés et de manipulations connexes. Une locomotive, par exemple, contient plus de 5000 pièces complètement distinctes. Néanmoins, elle ne peut pas servir de produit échantillon de la première espèce de manufacture proprement dite, parce qu'elle provient de la grande industrie. Il en est autrement de la montre que déjà William Petty a choisie pour décrire la division manufacturière du travail. Primitivement œuvre individuelle d'un artisan de Nuremberg, la montre est devenue le produit social d'un nombre immense de travailleurs, tels que faiseurs de ressorts, de cadrans, de pitons de spirale, de trous et leviers à rubis, d'aiguilles, de boîtes, de vis, de doreurs, etc. Les sous-divisions foisonnent. Il y a par exemple le fabricant de roues de laiton et roues d'acier séparément, les faiseurs de pignons, de mouvements, l'acheveur de pignons, qui assujettit les roues et polit les facettes, le faiseur de pivots, le planteur de finissage, le finisseur de barillet, qui dente les roues, donne aux trous la grandeur voulue, affermit l'arrêt, les faiseurs d'échappement, de roues de rencontre, de balancier, le planteur d'échappement, le repasseur de barillet, qui achève l'étui du ressort, le polisseur d'acier, le polisseur de roues, le polisseur de vis, le peintre de chiffres, le fondeur d'émail sur cuivre, le fabricant de pendants, le finisseur de charnières, le faiseur de secrets, le graveur, le silisseur, le polisseur de boîtes, etc. Enfin le repasseur qui assemble la montre entière et la livre toute prête au marché. Un petit nombre seulement des parties de la montre passe par diverses mains, et tous ces membres disjoints, membrea disjecta, se rassemblent pour la première fois dans la main, qui en fera définitivement un tout mécanique. Ce rapport purement extérieur du produit achevé avec ses divers éléments rend ici, comme dans tout ouvrage semblable, la combinaison des ouvriers parcellaires dans un même atelier tout à fait accidentel. Les travaux partiels peuvent même être exécutés comme métiers indépendants les uns des autres. Il en est ainsi dans les cantons de Ouette et de Neuchâtel, tandis qu'à Genève, par exemple, il y a pour la fabrication des montres de grandes manufactures, c'est-à-dire coopération immédiate d'ouvriers parcellaires sous le commandement d'un seul capital. Même dans ce cas, le cadran, le ressort et la boîte sont rarement fabriqués dans la manufacture. L'exploitation manufacturière ne donne ici de bénéfices que dans des circonstances exceptionnelles, parce que les ouvriers en chambre se font la plus terrible concurrence, parce que le démembrement de la production en une foule de procès hétérogènes n'admet guère de moyens de travail d'un emploi commun, et parce que le capitaliste économise les frais d'atelier quand la fabrication est disséminée. Note 7. Il faut remarquer que la condition de ces ouvriers de détail, qui travaillent chez eux mais pour un capitaliste, fabricant, établisseur, diffère de tout au tout de celle de l'artisan indépendant qui travaille pour ses propres pratiques. Note 8. La seconde espèce de manufacture, c'est-à-dire sa forme parfaite, fournit des produits qui parcourent des phases de développement connexes, toute une série de procès gradués, comme par exemple dans la manufacture d'épingles, le fil de laiton passe par les mains de 72 et même de 92 ouvriers, dont pas deux n'exécutent la même opération. Une manufacture de ce genre, en tant qu'elle combine des métiers primitivement indépendants, diminue l'espace entre les phases diverses de la production. Le temps exigé pour la transition du produit d'un stade à l'autre est ainsi raccourci, de même que le travail de transport. Note 9. Comparativement au métier, il y a donc gain de force productive, et ce gain provient du caractère coopératif de la manufacture. D'autre part, la division du travail qui lui est propre réclame l'isolement des différentes opérations et leur indépendance les unes vis-à-vis des autres. L'établissement et le maintien du rapport d'ensemble entre les fonctions isolées nécessitent des transports incessants de l'objet de travail d'un ouvrier à l'autre et d'un procès à l'autre. Cette source de faux frais constitue un des côtés inférieurs de la manufacture comparé à l'industrie mécanique. Note 10. Avant de parvenir à sa forme définitive, l'objet de travail, des chiffons par exemple dans la manufacture de papier ou du laiton dans celle d'épingles, parcourt toute une série d'opérations successives. Mais, comme mécanisme d'ensemble, l'atelier offre à l'œil l'objet de travail dans toutes ses phases d'évolution à la fois. Le travailleur collectif, briaré, dont les 1000 mains sont armées d'outils divers, exécute en même temps la coupe des fils de laiton, la façon des têtes d'épingles, l'aiguisement de leurs pointes, leur attache, etc.
Les diverses opérations connexes, successives dans le temps, deviennent simultanées dans l'espace, combinaison qui permet d'augmenter considérablement la masse des marchandises fournies dans un temps donné. Note 11. Cette simultanéité provient de la forme coopérative du travail. Mais la manufacture ne s'arrête pas aux conditions préexistantes de la coopération. Elle en crée de nouvelles par la décomposition qu'elle opère dans les métiers. Elle n'atteint son but qu'en rivant pour toujours l'ouvrier à une opération de détail. Comme le produit partiel de chaque travailleur parcellaire n'est en même temps qu'un degré particulier de développement de l'ouvrage achevé, chaque ouvrier ou chaque groupe d'ouvriers fournit à l'autre sa matière première. Le résultat du travail de l'un forme le point de départ du travail de l'autre. Le temps de travail nécessaire pour obtenir dans chaque procès partiel l'effet utile voulu est établi expérimentalement, et le mécanisme total de la manufacture ne fonctionne qu'à cette condition, que dans un temps donné, un résultat donné est obtenu. Ce n'est que de cette manière que les travaux divers et complémentaires les uns des autres peuvent marcher côte à côte, simultanément et sans interruption. Il est clair que cette dépendance immédiate des travaux et des travailleurs force chacun à n'employer que le temps nécessaire à sa fonction, et que l'on obtient ainsi une continuité, une régularité, une uniformité et surtout une intensité du travail qui ne se rencontre ni dans le métier indépendant, ni même dans la coopération simple. Note 12. Qu'une marchandise doive coûter que le temps de travail socialement nécessaire à sa fabrication, cela apparaît dans la production marchande en général l'effet de la concurrence, parce que, à parler superficiellement, chaque producteur particulier est forcé de vendre la marchandise à son prix de marché. Dans la manufacture, au contraire, la livraison d'un quantum de produits donnés dans un temps de travail donné devient une loi technique du procès de production lui-même. Note 13. Des opérations différentes exigent cependant des longueurs de temps inégales, et fournissent par conséquent, dans des espaces de temps égaux, des quantités inégales de produits partiels. Si donc le même ouvrier doit jour par jour exécuter toujours une seule et même opération, il faut pour des opérations diverses employer des ouvriers en proportions diverses. 4 fondeurs par exemple pour 2 casseurs et un frotteur dans une manufacture de caractères d'imprimerie. Le fondeur fond par heure 2000 caractères, tandis que le casseur en détache 4000, et que le frotteur en polit 8000. Le principe de la coopération dans sa forme la plus simple reparaît, occupation simultanée d'un certain nombre d'ouvriers à des opérations de même espèce, mais il est maintenant l'expression d'un rapport organique. La division manufacturière du travail simplifie donc et multiplie en même temps non seulement les organes qualitativement différents du travailleur collectif. Elle crée de plus un rapport mathématique fixe qui règle leur quantité, c'est-à-dire le nombre relatif d'ouvriers ou la grandeur relative du groupe d'ouvriers dans chaque fonction particulière. Le nombre proportionnel le plus convenable des différents groupes de travailleurs parcellaires est-il une fois établi expérimentalement, pour une échelle donnée de la production, on ne peut étendre cette échelle qu'en employant un multiple de chaque groupe spécial. Note 14. Ajoutons à cela que le même individu accomplit certains travaux tout aussi bien en grand qu'en petit, le travail de surveillance par exemple, le transport des produits partiels d'une phase de la production dans une autre, etc. Il ne devient donc avantageux d'isoler ces fonctions ou de les confier à des ouvriers spéciaux qu'après avoir augmenté le personnel de l'atelier. Mais alors, cette augmentation affecte proportionnellement tous les groupes. Quand le groupe isolé se compose d'éléments hétérogènes, d'ouvriers employés à la même fonction parcellaire, il forme un organe particulier du mécanisme total. Dans diverses manufactures, cependant, le groupe est un travailleur collectif parfaitement organisé, tandis que le mécanisme total n'est formé que par la répétition ou la multiplication de ces organismes producteurs élémentaires. Prenons par exemple la manufacture de bouteilles. Elle se décompose en 3 phases essentiellement différentes. Premièrement, la phase préparatoire où se fait la composition du verre, le mélange de chaux, de sable, etc., et la fusion de cette composition en une masse fluide. Note 15. Dans cette première phase, des ouvriers parcellaires de divers genres sont occupés ainsi que dans la phase définitive, qui consiste dans l'enlèvement des bouteilles hors des fours à sécher, dans leur triage, leur mise en paquet, etc. Entre les 2 phases a lieu la fabrication du verre proprement dite, ou la manipulation de la masse fluide. À l'embouchure d'un même fourneau travaille un groupe qui porte en Angleterre le nom de hole, entre parenthèses, trou, et qui se compose d'un bottle maker, faiseur de bouteilles ou finisseur, d'un blower, le souffleur, d'un gatherer, d'un putter-up ou weather-off, et d'un taker-in.
Ces 5 ouvriers forment autant d'organes différents d'une force collective de travail, qui ne fonctionne que comme unité, c'est-à-dire par coopération immédiate des 5. Cet organisme se trouve paralysé dès qu'il lui manque un seul de ses membres. Le même fourneau a diverses ouvertures, en Angleterre de 4 à 6, dont chacune donne accès à un creuset d'argile rempli de verre fondu, et occupe son groupe propre de 5 ouvriers. L'organisme de chaque groupe repose ici sur la division du travail, tandis que le lien entre les divers groupes analogues consiste en une simple coopération, qui permet d'économiser un des moyens de production, le fourneau, en le faisant servir en commun. Un fourneau de ce genre, avec ses 4 à 6 groupes, forme un petit atelier, et une manufacture de verre comprend un certain nombre de ces ateliers, avec les ouvriers et les matériaux dont ils ont besoin pour les phases de production préparatoires et définitives. Enfin, la manufacture, de même qu'elle provient en partie d'une combinaison de différents métiers, peut à son tour se développer en combinant ensemble des manufactures différentes. C'est ainsi que les verreries d'Angleterre d'une certaine importance fabriquent elles-mêmes leurs creusets d'argile parce que la réussite du produit dépend en grande partie de leur qualité. La manufacture d'un moyen de production est ici unie à la manufacture du produit. Inversement, la manufacture de produits peut être unie à des manufactures où il entre comme matière première, ou aux produits desquels il se joint plus tard. C'est ainsi qu'on trouve des manufactures de flint glass combinées avec le polissage des glaces et la fonte du cuivre, cette dernière opération ayant pour but l'enchâssement ou la monture d'articles de verre variés. Les diverses manufactures combinées forment alors des départements plus ou moins séparés de la manufacture totale et en même temps des procès de production indépendants, chacun avec sa division propre du travail. Malgré les avantages que présente la manufacture combinée, elle n'acquiert pas néanmoins de véritable unité technique tant qu'elle repose sur sa propre base. Cette unité ne surgit qu'après la transformation de l'industrie manufacturière en industrie mécanique. Dans la période manufacturière, on ne tarda guère à reconnaître que son principe n'était que la diminution du temps de travail nécessaire à la production des marchandises, et on s'exprima sur ce point très clairement. Note 16. Avec la manufacture se développa aussi çà et là l'usage des machines, surtout pour certains travaux préliminaires simples qui ne peuvent être exécutés qu'en grand et avec une dépense de force considérable. Ainsi, par exemple, dans la manufacture de papier, la trituration de chiffon se fit bientôt au moyen de moulins ad hoc, de même que dans les établissements métallurgiques l'écrasement du minerai au moyen de moulins dits brocards. Note 17. L'Empire romain avait transmis avec le moulin à eau la forme élémentaire de toute espèce de machine productive. Note 18. La période des métiers avait légué les grandes inventions de la boussole, de la poudre à canon, de l'imprimerie et de l'horloge automatique. En général cependant, les machines ne jouèrent dans la période manufacturière que ce rôle secondaire qu'Adam Smith leur assigne à côté de la division du travail. Note 19. Leur emploi sporadique devint très important au XVIIe siècle parce qu'il fournit aux grands mathématiciens de cette époque un point d'appui et un stimulant pour la création de la mécanique moderne. C'est le travailleur collectif formé par la combinaison d'un grand nombre d'ouvriers parcellaires qui constitue le mécanisme spécifique de la période manufacturière. Les diverses opérations que le producteur d'une marchandise exécute tour à tour et qui se confondent dans l'ensemble de son travail exigent pour ainsi dire qu'il ait plus d'une corde à son arc. Dans l'une, il doit déployer plus d'habileté, dans l'autre plus de force, dans une troisième plus d'attention, etc. Et le même individu ne possède pas toutes ces facultés à un degré égal. Quand les différentes opérations sont une fois séparées, isolées et rendues indépendantes, les ouvriers sont divisés, classés et groupés d'après les facultés qui prédominent chez chacun d'eux. Si leur particularité naturelle constitue le sol sur lequel croît la division du travail, la manufacture, une fois introduite, développe des forces de travail qui ne sont aptes qu'à des fonctions spéciales. Le travailleur collectif possède maintenant toutes les facultés productives au même degré de virtuosité et les dépense le plus économiquement possible en employant ces organes, individualisés dans les travailleurs ou des groupes de travailleurs spéciaux, qu'à des fonctions appropriées à leur qualité. Note 20. En tant que membre du travailleur collectif, le travailleur parcellaire devient même d'autant plus parfait qu'il est plus borné et plus incomplet. Note 21. L'habitude d'une fonction unique le transforme en organe infaillible et spontané de cette fonction, tandis que l'ensemble du mécanisme le contraint d'agir avec la régularité d'une pièce de machine. Note 22. Les fonctions diverses du travailleur collectif étant plus ou moins simples ou complexes, inférieures ou élevées, ces organes, c'est-à-dire les forces de travail individuelles, doivent aussi être plus ou moins simples ou complexes. Elles possèdent par conséquent des valeurs différentes.
La manufacture crée ainsi une hiérarchie des forces de travail, à laquelle correspond une échelle graduée des salaires. Si le travailleur individuel est approprié et annexé sa vie durant une seule et unique fonction, les opérations diverses sont accommodées à cette hiérarchie d'habiletés et de spécialités naturelles et acquises. Note 23. Chaque procès de production exige certaines manipulations dont le premier venu est capable. Elles aussi sont détachées de leur rapport mobile avec les moments les plus importants de l'activité générale et ossifiées en fonction exclusive. La manufacture produit ainsi dans chaque métier dont elle s'empare une classe de simples manouvriers que le métier du Moyen-Âge écartait impitoyablement. Si elle développe la spécialité isolée, au point d'en faire une virtuosité aux dépens de la puissance de travail intégrale, elle commence aussi à faire une spécialité du défaut de tout développement. À côté de la gradation hiérarchique, prend place une division simple des travailleurs en habiles et inhabiles. Pour ces derniers, les frais d'apprentissage disparaissent. Pour les premiers, ils diminuent comparativement à ceux qu'exige le métier. Dans les deux cas, la force de travail perd de sa valeur. Note 24. Cependant, la décomposition du procès de travail donne parfois naissance à des fonctions générales, qui, dans l'exercice du métier, ne jouaient aucun rôle ou un rôle inférieur. La perte de valeur relative de la force de travail provenant de la diminution ou de la disparition des frais d'apprentissage entraîne immédiatement pour le capital accroissement de plus-value, car tout ce qui raccourcit le temps nécessaire à la production de la force de travail agrandit ipso facto le domaine du surtravail.